Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 et très belle journée aujourd'hui. Alors je vous préviens, j'ai rien à backtester, on a fait énormément de backtests récemment, j'ai pas de nouveaux signaux, j'ai des nouveaux signaux en données hebdomadaires mais ça attendra ce week-end. Donc on va faire un tour d'horizon et essayer de prendre la température de ce qui se passe actuellement parce que tout simplement autant que ça apporte quelque chose. On va commencer par le SP500. Comme vous pouvez le voir, hein, le SP500 a encore connu une très belle séance, 0,72%. Vous allez voir, ça monte un petit peu à l'hélium actuellement. Pourquoi? Non pas que la situation soit fantastique, hein. Beaucoup ont dit qu'on s'extasie pour rien, hein. C'est-à-dire que certes les droits de douane ont baissé vis-à-vis de ce qui était encore le cas il y a quelques jours avec la Chine, mais on est quand même plusieurs points au-dessus de ce qu'il y avait avant Trump et une petite hausse aurait déjà suffi à plomber les perspectives de croissance. Et là, tout ce qui se passe, c'est que c'est pas aussi mauvais que ce qu'on avait prévu. Non, si ça monte comme ça, c'est surtout pour l'instant, j'ai envie de dire, une chasse aux shorts, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'investisseurs et en particulier de hedge funds qui étaient baissiers sur les indices et qui n'ont pas du tout vu arriver ce qui s'est passé et qui sont en train finalement de sortir la queue entre les jambes et ils sont obligés de racheter leur position spéculative. Et lorsqu'on rachète une position short, racheter une position short, il y a acheté, et ça veut dire que clairement ils courent après le papier. Et cette hausse à laquelle on assiste actuellement est en grande partie due, encore une fois, à l'activité des hedge funds qui sont obligés de se racheter en urgence, hein. Ça veut dire également qu'une fois que ce mécanisme sera terminé, on risque d'avoir un appel d'air, et cet appel d'air devra impérativement être saisi si vous avez un billet haussier, parce que ça sera éventuellement la dernière chance avant qu'on aille plus haut, bien sûr à condition que vous ayez un billet qui est haussier. Vous remarquez d'ailleurs que on n'a même pas pu faire notre throwback, c'est-à-dire, vous savez comment ça se passe, hein, quand vous avez quelque chose, une résistance qui est cassée, plus souvent que l'inverse, vous allez avoir ce qu'on appelle un throwback, un retour sur la zone ici qui a été cassée. La résistance cassée est censée devenir support et normalement on doit repartir vers le haut. Et là, on n'a pas encore eu ça. On devrait l'avoir normalement. Alors, soit on va descendre tout de suite, soit on va encore monter, on va descendre après, mais il serait souhaitable que cela se produise ainsi, hein. À noter également que ce gap qui a été comblé ici n'a pas été, ce gap qui a été créé ici n'a toujours pas été comblé. Lui aussi, hein, il serait bon qu'on le reteste. Bref, je suis en train de vous dire que attention, parce que je vois beaucoup de personnes maintenant qui veulent rentrer un peu n'importe comment. J'ai rien contre l'effet de rentrer maintenant, mais soit vous attendez effectivement, soit vous entrez un petit peu maintenant et vous rajoutez de quoi investir davantage lorsqu'on aura ce fameux throwback. Ça serait quand même un petit peu prudent, parce que si vous rentrez d'un coup, vous risquez d'être désarçonné, hein, lorsqu'on va consolider un petit peu. Moi, j'aime bien regarder quand même ce qui se passe au niveau des autres marchés, donc la fameuse analyse intermarché, pour voir s'il y a des incongruences, des incompatibilités, des anomalies. Là, on est ce qu'on appelle dans un régime de risk on. Risk on, ça veut dire qu'on veut prendre du risque. Et si c'est vrai, il faut que ce soit confirmé par d'autres choses. C'est une façon de voir si c'est une fausse cassure ou si c'est une vraie cassure de résistance. Alors justement, je vous amène de ce côté-là. J'aime beaucoup regarder Bitcoin. Alors pourquoi Bitcoin? Parce que c'est typiquement le marché risk on, c'est-à-dire que lorsque les traders, les investisseurs veulent prendre des risques, eh bien ils achètent du Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir, depuis les plus bas, depuis le 7 avril, hein, donc le pire de l'épisode Trump, hein, on a déjà pris 42% sur le Bitcoin. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis une semaine, hein, vous voyez qu'on est en hausse aussi. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça confirme les bonnes dispositions des indices. À l'inverse, j'ai envie de dire, lorsque les marchés ont envie de prendre des risques et lorsqu'on peut s'attendre à ce qu'une hausse continue, vous avez les valeurs refuges qui doivent baisser. C'est-à-dire que les investisseurs veulent se débarrasser des assurances qu'ils ont en quelque sorte, qui sont le franc suisse, qui sont le yen
japonais qui sont l'or pour aller vers des actifs risk-on. Donc encore une fois, les indices américains, les actions en général et Bitcoin qui est un très bon marqueur de cela. Alors justement, regardons le franc suisse. Alors, là, on va commencer par le dollar, le yen japonais. Comme vous pouvez le voir, depuis quelques jours, en fait, depuis que les bonnes nouvelles ont été divulguées, on voit bien que la paire dollar-yen monte. Bon, si le dollar monte par rapport au yen, c'est que le yen baisse par rapport au dollar. Donc, c'est compatible avec ce qu'on vient de dire. Le yen est en train de baisser par rapport au dollar. Donc, c'est l'élément valeur refuge qui est remisé pour l'instant. On regarde le franc suisse et normalement, on devrait avoir la même chose. C'est-à-dire que le dollar monte par rapport au franc suisse, ou si vous préférez, le franc suisse baisse par rapport au dollar. Donc, c'est compatible. Je vous donne ça. Il faut bien que vous compreniez pourquoi je vous en parle. 1, parce que j'ai le temps. 2, parce que ça, si ce n'était pas ainsi, il y aurait un loup. Alors, ça ne veut pas dire que ça va tenir, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas, a priori, de tromperie sur la marchandise. Regardez l'or, et ça, c'est peut-être même le plus important, parce que l'or, c'est typiquement l'actif que l'on achète lorsqu'on a peur, lorsqu'on est méfiant. Et vous voyez, depuis 3-4 jours, l'or subit une attaque en règle comme ça, donc ça aussi c'est compatible. Et cerise sur le gâteau, c'est le silver, parce que le silver a une dimension qui est à la fois valeur refuge mais surtout valeur industrielle. Et là vous voyez, l'argent, le silver, lui ne baisse pas, il se maintient, ce qui confirme en fait qu'il y a un aspect confiance dans l'économie, dans le futur, parce que si l'économie va bien, on a besoin de silver à cause de sa nature, on va dire industrielle, panneaux solaires, voilà, semi-conducteurs, etc. Et puis pour terminer, j'ai oublié d'en parler, le taux à 10 ans. Le taux à 10 ans, enfin pas le taux à 10 ans, la dette à 10 ans américaine, c'est une valeur refuge aussi. Vous voyez, depuis 3-4 jours, la dette à 10 ans baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins besoin de valeur refuge. Donc pourquoi est-ce que c'est encourageant tout ça? Parce que non seulement les marchés actions montent, mais en plus les valeurs refuges baissent et les actifs risk-on montent. Donc il n'y a pas de loi a priori. Ça, je m'adresse à qui ici? Je m'adresse à ceux qui conserveraient un biais extrêmement baissier en se disant que c'est un piège, que c'est un bull trap, etc., etc. Je veux bien, tout est possible. On n'est jamais qu'à un tweet du désastre, mais pour l'instant, c'est pas ce que semblent montrer les graphes. Donc, je reviens sur mon SP500. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que il faut acheter, a priori, si vous avez un biais qui est positif. Les points d'achat, si vous en avez, je vous rappelle, ah oui, j'ai oublié de le dire, l'Ishimoku. A priori, on n'a pas fini de monter. Je vous rappelle que la règle du twist ici, telle que je l'utilise, vous mettez 50% au milieu, ici. Ok, normalement, on a les coûts des France jusqu'à 6000 à peu près. Ok, vous pouvez pas acheter maintenant. Je ne dis pas que ça peut pas aller plus haut, mais il va y avoir des dégazages sur la zone de résistance. On a déjà beaucoup parlé hier. Acheter maintenant, c'est quand même s'exposer à un retour de flamme. Encore une fois, vous l'aurez compris, ça monte essentiellement à cause, à mon avis, des rachats de short par les hedge funds. Donc, à quel niveau acheter? Si on imagine qu'on va aller là, ok, regardez la congruence, la convergence des supports. Moi, j'aime bien travailler avec convergence de supports, pas parce que c'est magique, mais s'il y a plein de bonnes raisons pour les traders Ishimoku, les traders de Fibonacci, les traders de ceci et de cela pour acheter, il y a plus de chances pour que ça remonte. Alors, si on va chercher, si on monte jusqu'à là, ok, et qu'on va chercher ce niveau-là, ça serait 23,6% de Fibonacci. Ça serait un bon niveau pour entrer, éventuellement. Après, vous avez ce niveau des 38,2% qui se combine avec les 56, 50, 55, 80. Donc, ça veut dire attendre un retour sur les 55, 65 pour acheter. Ça pourrait être pas mal aussi. Ok, maintenant, pour les autres, on aurait d'autres choses ici au niveau des 50%. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà, a priori, déjà... je ne vois pas d'achat avant les 57,90, les 57,40 ici précisément. Si vous êtes baissier,
Spéculer maintenant, cela ne se justifierait à mon avis que si vous mettez un stop de protection large parce qu'on risque de continuer de monter. Donc spéculer à la baisse maintenant, pourquoi pas viser un comblement du gap, ça serait pas mal, mais stop de protection large parce que il risque de jouer à ce jeu des pétages de stop encore un petit moment. Hein. Donc mettez à mon avis un stop de protection large, c'est plus prudent. Regardons le Nasdaq. Nasdaq, c'est exactement pareil. On n'a pas épuisé le potentiel haussier tel qu'il est délivré par le twist du nuage ici. Vous mettez Fibo ici, 50% au milieu. Voilà. On n'est plus très loin. Hein. Ok, l'objectif, il était écrit depuis un moment. Il reste plus quoi que quelques pourcents, même pas. Ouais, 1,2%. Après, ça risque d'être plus dangereux. Donc, si vous avez un biais baissier, attendez éventuellement d'arriver là. Parier sur un retour et le comblement du gap, pourquoi pas. Et les niveaux qui nous intéressent, on aurait les 23,6% de Fibonacci qui se conjuguent avec les 20 270, 20 180, ça pourrait être pas mal pour acheter, comme ça. Éventuellement un retour sur les 38,2% de Fibonacci qui correspond à la zone de support des 19 950, 19 600, c'est pas mal aussi. Ok. Bon après vous avez, je l'ai pas dit, mais vous avez des zones de support ici, ancienne résistance, qui a été testé ici de manière fructueuse par ce throwback. Ça correspond à 50% de Fibonacci à 19 000. Ça pourrait être pas mal en cas d'accélération baissière. On pourrait avoir un point intéressant. Je vous dis surtout qu'investir entre les deux, ça a pas beaucoup de sens. Hein. Autant viser les niveaux de Fibonacci qui correspondent à des supports. Voilà, on peut faire comme ça. Maintenant, et pour terminer, le CAC 40. Qui se porte bien, merci pour lui. Là aussi, on se rapproche des objectifs qui ont été fixés. Alors lesquels? Alors bon, on n'a toujours pas twisté ici, hein, mais le jour où on aura twisté, vous pourrez utiliser la règle ça devrait être demain normalement, si on continue. Voilà, ça nous ramène au plus haut, hein, 8250, comme par hasard. Ça pourrait être pas mal. Et acheter maintenant, ça me semble difficile. Ok, je verrai plus, si on utilise les Fibonacci, toujours pareil, on aurait ici le niveau des 23,6, non ça correspond à rien, le niveau des 38,2 ça correspond pas à grand chose non plus, mais l'idée c'est que voilà, si on monte, on laisse les choses redescendre, ce niveau là correspondrait à peu près au 38,2%, je verrais bien un truc comme ça. Ok, à ce niveau-là, voilà, vous pourrez acheter. N'achetez pas tout de suite si vous voulez avoir un peu de marge de manœuvre. Attendez que ça consolide. Si vous êtes baissier, par contre, pareil, hein, on ne descendra pas sans les Américains. Attendez que l'on aille chercher l'objectif éventuel du twist quand il aura lieu, donc c'est vers le haut. Voilà, le point le plus important, vous l'aurez compris, c'est de vous montrer qu'il n'y a aucune raison, parce qu'on a parlé beaucoup de parler de bull trap. C'est pas ce qu'on voit, il y a une sorte de convergence des différents éléments assez rassurante. On verra ce qui va se passer pour la suite. Quant à moi, parce qu'on me le demande quasiment tous les jours, non, je prends pas mes profits maintenant. J'ai déjà dit, ok, que je prendrai mes profits ici. Ok, je suis rentré là pour des raisons sur lesquelles je vais pas revenir, ça serait trop long. J'ai pris TP1 là. J'ai monté maintenant mon stop de protection là. Et bon, je prendrai mon TP2 là. Ok? Voilà. Excellente journée. Vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend. On est en train de corriger. Pensez-y si vous avez besoin. On dit qu'il faudrait au moins entre 5-10% d'or dans un portefeuille pour avoir de la performance et limiter le risque. Regardez la vidéo pas la vidéo que j'ai mise hier sur l'or, mais la vidéo d'avant où je parle justement de la quantité d'or qu'il faudrait avoir en portefeuille mathématiquement pour avoir les meilleurs résultats. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.